Ils ont promis la sécurité, puis ils ont avalé des retraites entières en silence. 10 montages ont fait disparaître des vies derrière des relevés impeccables, et le pire n'est pas leur chute. Le dernier a encore laissé une trace que même les enquêteurs n'expliquent pas. Numéro 10. Curtis de Young, American Pension Services. Un relevé de retraite arrive par courrier, et le chiffre imprimé vous dit que tout va bien. À Salt Lake City, la SEC a affirmé que Curtis L. de Young avait transformé ce chiffre en fiction. Il dirigeait American Pension Services Incorporated, un dépositaire de comptes IRA autogéré, le genre de société à qui l'on confie ses économies de retraite, pendant que les clients choisissent des placements alternatifs. Ce modèle lui donnait la main sur les dossiers, les mouvements de fonds et la garde des actifs. Selon les régulateurs, depuis au moins 2005, De Jong et APS auraient dilapidé plus de 22 millions de dollars liés à des IRA autogérés et à d'autres comptes de retraite. Et les dégâts n'étaient pas présentés honnêtement. La SEC a déclaré que les pertes étaient dissimulées derrière des relevés de comptes gonflés, laissant des milliers de clients d'APS regarder des soldes apparemment intacts alors que l'argent avait déjà disparu. L'affaire a été déposée le 30 avril 2014 devant la justice fédérale dans l'Utah. La leçon est froide, presque mécanique. Ces faux relevés ne cachaient pas seulement les pertes, ils achetaient du temps pendant que les retraites se vidaient. Numéro 9. Equitas Capital. Après la complexité vendue par certains conseillers, voici le déguisement suivant. Une pyramide de Ponzi maquillée en rendement. À Lake Oswego, dans l'Oregon, Equitas Capital vendait des billets privés et des fonds liés à la santé, à l'éducation et aux créances de consommation. En mars 2016, la SEC a indiqué qu'Equitas Capital Management et plusieurs dirigeants, dont Brian Oliver et Scott Gillis, avaient levé plus de 350 millions de dollars auprès de plus de 1500 investisseurs. Tout l'édifice reposait sur des couches de jargon pour une seule raison, faire passer de l'argent recyclé pour un vrai revenu. Les dossiers parlaient de comptes Care Payment et de dettes étudiantes issues de Corinthian Colleges, un groupe d'écoles qui s'est effondré en 2015. Beaucoup d'investisseurs sont passés par des conseillers financiers, en plaçant leur épargne retraite dans des actifs qui semblaient stables. Mais selon la SEC, Equitas a dissimulé de graves tensions de trésorerie et utilisé l'argent des nouveaux investisseurs pour rémunérer les précédents. Votre dividende était déjà un compte à rebours, simplement habillé d'une formule polie. Equitas a été placé sous administration judiciaire et le dossier est devenu pénal. Numéro 8. Redevance Provident. Même scénario, mais avec des bottes de chantier pétrolier. On ne vous vendait pas un pari sauvage sur un puits incertain. Provident Royalties, basé à Dallas, proposait des parts fractionnées dans des projets pétroliers et gaziers par l'intermédiaire de courtiers négociants. Le tout était présenté comme un revenu énergétique régulier, taillé pour des petits investisseurs et des retraités en quête de rendement. En juillet 2009, la SEC affirmait que la machine avait attiré plus de 485 millions de dollars auprès d'environ 7700 investisseurs dans tout le pays. La promesse, c'était l'argent de la production. L'accusation racontait autre chose. Les fonds des nouveaux investisseurs auraient servi à verser des paiements de type Ponzi aux précédents, tandis qu'une partie des sommes était détournée au lieu de financer le revenu qu'on leur avait décrit. La complexité faisait office de blanchiment. Les contrats d'énergie sonnaient sérieux. Les dossiers de courtage donnaient une impression de validation. L'épargne retraite entrait avec le visage de la confiance, puis ressortait pour couvrir d'anciennes dettes. Plusieurs dirigeants ont ensuite plaidé coupables ou ont été condamnés. Le produit vendu, c'était un revenu pétrolier. Le carburant, c'était de nouvelles victimes. Numéro 7. Groupe Woodbridge. Ce qui semblait le plus rassurant était justement le piège. Des billets à ordre à court terme, prétendument garantis par des prêts immobiliers. Pour un retraité qui protège ses économies, le mot « garantie » suffisait à faire baisser la garde. En décembre 2017, la SEC a engagé une action contre Woodbridge Group of Companies LLC, dirigée par Robert H. Shapiro depuis Sherman Oaks, en Californie, avec une autre base à Boca Raton, en Floride. Selon les régulateurs, Woodbridge avait levé environ 1,2 milliard de dollars auprès de plus de 8400 petits investisseurs dans tout le pays. Beaucoup étaient des personnes âgées qui puisaient dans leur épargne retraite. On leur présentait ces placements comme un revenu prudent, adossé à des emprunteurs et à des biens immobiliers, des dossiers propres, des signatures rassurantes, des séminaires financiers remplis de retraités à l'écoute. Mais d'après la SEC, le véritable flux d'argent ne venait pas des prêts. Il venait des nouveaux investisseurs, dont les fonds servaient à payer les anciens, pendant que Shapiro et des proches dépensaient sans compter. Propriétés luxueuses, voitures dans l'allée, liasses de billets sur la table.
Puis, ailleurs, des bureaux vides, des factures impayées et des familles âgées qui relisaient leurs comptes avec inquiétude. Les prêts ne soutenaient pas les promesses. L'argent des investisseurs, lui, les soutenait. En 2019, un tribunal a ordonné environ 1 milliard de dollars de jugement financier et Shapiro a reçu une peine de 25 ans de prison. La sécurité, c'était l'argument de vente. La vraie garantie, c'était la confiance. Numéro 6. Medical Capital Holdings. Les créances médicales étaient le véhicule idéal pour une fraude. Technique, lente, presque impossible à vérifier. À Anaheim, en Californie, Medical Capital Holdings Incorporated et ses entités Medical Provider Funding vendaient des billets censés être garantis par des créances médicales décotées, autrement dit, des droits sur des factures d'hôpital impayées. Sur le papier, tout avait l'air sérieux. Des dossiers empilés, des registres de facturation flous, des factures qu'il fallait examiner à la loupe. Une montagne de paperasse qui avançait au ralenti. Sidney Field et Joseph Lampariello présentaient ces placements comme des revenus fixes, sûrs, réguliers, pensés pour la retraite. Le message était simple. Les hôpitaux finiraient par régler leurs factures et les investisseurs toucheraient leur rendement. Dans les bureaux des conseillers financiers, des retraités et futurs retraités voyaient des brochures sur leur épargne, des chèques de dividendes et l'apparence rassurante d'un système bien organisé. Mais en juillet 2009, la SEC est intervenue. L'entreprise avait levé environ 2,2 milliards de dollars auprès de plus de 700 investisseurs, dont beaucoup étaient des retraités ou proches de la retraite, orientés par des courtiers indépendants et des conseillers financiers attirés par les commissions. Les régulateurs ont dénoncé des détournements présumés et de fausses déclarations sur la valeur réelle de ces créances. Ensuite, devant les tribunaux, les procédures de mise sous séquestre n'ont permis de récupérer que peu de fonds. Derrière les piles de factures contestées, les dossiers vides, les chaises désertes des salles d'audience et ce labyrinthe administratif, la fraude se cachait dans des créances gonflées ou inexistantes. Et c'est la complexité qui lui servait de camouflage. Numéro 5. Église internationale Greater Ministries. À Tampa, Gerald Payne promettait aux fidèles quelque chose d'impossible. Donnez votre argent à Greater Ministries International Church et Dieu le doublera. Dans les années 1990, ce message a circulé par la confiance religieuse, les enveloppes de dons, les bulletins paroissiaux et le recrutement de proche en proche. Le vocabulaire ressemblait à celui d'une bénédiction. En réalité, le mécanisme avait tout d'un piège financier. Environ 18 000 personnes ont suivi, dont beaucoup de fidèles âgés, persuadés de soutenir une œuvre validée par le ciel. Le danger était intime. Dès que vous faisiez confiance au ministère, vous étiez déjà pris dans l'entonnoir. Les nouveaux dons servaient à payer les premiers participants. Et ces premiers versements donnaient au miracle l'apparence d'une preuve. Alors l'argent continuait d'arriver, jusqu'à ce que l'escroquerie atteigne environ 448 millions de dollars. Mettre une croix à côté des calculs ne changeait rien aux chiffres. Cela rendait seulement les chiffres plus difficiles à contester. Payne a été condamné en 2001 à 27 ans de prison. La confiance n'était pas une garantie, c'était le produit. Numéro four. Mutual Benefits Corp. Pire encore. Près de 29 000 investisseurs ont été attirés par un produit fondé sur une variable glaçante. Le moment où des assurés allaient disparaître. Installé à Fort Lauderdale en Floride, Mutual Benefits Corp vendait des parts fractionnées de contrats viatiques et de règlements d'assurance vie. Aux acheteurs, souvent des retraités en quête de sécurité, on promettait des rendements prévisibles, loin des secousses de la bourse. En mai 2004, la SEC est intervenue en urgence devant la justice. Selon elle, l'entreprise avait faussé la valeur des polices, les estimations d'espérance de vie et les calculs de réserve. Autrement dit, tout le mécanisme censé dire si l'investissement pouvait réellement rapporter. L'ampleur approchait le milliard de dollars et la cible était limpide. Des personnes âgées cherchaient de la stabilité, parfois assises à leur table de cuisine, avec des dossiers financiers étalés devant elles. Le discours commercial a transformé cette inquiétude en marchandise, rangée dans des piles de contrats et de dossiers d'assurance. Joel Stenger, l'un des principaux responsables, a plus tard plaidé coupable et a reçu une peine de 20 ans de prison. Mais l'affaire suivante est encore plus froide. Elle ne vend plus seulement une fausse certitude, elle vit d'un assureur de l'intérieur. Numéro 3. Sholem Weiss National Heritage Life. Un juge a infligé à Sholem Weiss 845 ans de prison. Et ce chiffre devient presque logique quand on voit ce qui s'est passé à l'intérieur de National Heritage Life Insurance Company. Au début des années 90, Weiss et ses associés ont aidé à détourner environ 450 millions de dollars à travers de fausses opérations hypothécaires et des transactions sur des titres liés aux actifs de l'assureur. Rien à voir avec l'image d'un casino.
Le discours portait sur de simples produits d'assurance et de rente vendus à des assurés en quête de protection de leur épargne, de revenus de retraite et de contrats prévisibles. C'est là que des retraités pensaient être à l'abri. C'est là aussi que l'argent a disparu. Les contrats existaient bien, mais les actifs censés les garantir étaient peu à peu siphonnés, jusqu'à laisser des milliers de titulaires totalement exposés quand l'entreprise a fait faillite. Weiss a quitté les États-Unis, a été arrêté en Autriche, puis sa peine a été commuée par le président Donald Trump en 2021. Et pendant que le coffre se vidait, les reçus continuaient d'être vendus. Numéro 2. Allen Stanford International Bank. En février 2009, la SEC a gelé les avoirs de R. Allen Stanford et a exposé Stanford International Bank, une opération basée à Antigua, dirigée par un financier texan avec des bureaux partout aux États-Unis et en Amérique latine. L'appât avait l'air banal. Des certificats de dépôt, le genre de formule qu'on entend dans le bureau d'un conseiller bancaire et qu'on range aussitôt dans la case sécurité. Mais Stanford promettait des rendements élevés, proches de 10%. Très au-dessus des certificats de dépôt ordinaires, à des retraités qui cherchaient des revenus sans toucher à leur capital. C'est cet écart qui aurait dû faire lever le drapeau rouge. Selon le dossier, l'argent ne reposait pas sagement dans un produit bancaire prudent. Il alimentait les sociétés de Stanford, son train de vie, ses voitures de luxe, ses avions privés et les anciens retraits remboursés avec les dépôts des nouveaux investisseurs. L'argent circulait de compte en compte Jusqu'à ce que le coffre paraisse soudain vide. Environ 18 000 personnes ont été touchées, pour près de 7 milliards de dollars. Stanford a été reconnu coupable en 2012 et condamné à 110 ans de prison. Le sponsor de cricket a reçu une peine plus longue que la plupart des vies humaines. La confiance portait un blazer, puis elle a disparu. Numéro 1. Bernie Madoff. Bernard L. Madoff Investment Securities. Le plus sidérant, c'est que l'arnaque n'était pas cachée au bout du monde. Elle était au cœur de Manhattan, dans le Lipstick Building, au 885 Third Avenue. Le montage précédent utilisait des comptes offshore et la distance pour brouiller la piste de l'argent. Madoff, lui, a retourné la méthode. Sous le nom Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, il installait l'illusion en pleine lumière, portée par l'autorité empruntée d'un ancien président du Nasdaq. Aux clients, on vendait une stratégie d'options dite split strike conversion, stable, régulière, presque insensible aux secousses du marché. Le discours du courtier était calme, les relevés arrivaient sur la table comme des preuves. Pour un couple à la retraite, une association caritative, une fondation, un compte lié à une pension ou une fiducie familiale, les chiffres semblaient prudents, rassurants. Mais pour les clients du conseil, il n'y avait pas de véritable transaction, seulement des documents fabriqués, des registres froids. Des graphiques mensuels trop parfaits, répétés avec une précision impossible. Un bureau de trading pouvait rester silencieux. Le marché pouvait bouger. Leurs comptes, eux, semblaient toujours obéir à la même ligne immobile. En décembre 2008, l'effondrement a révélé environ 64,8 milliards de dollars de soldes fictifs et environ 17,5 milliards de dollars de capital directement perdus par les clients. Madoff, appelé des coupables en mars 2009, a reçu une peine de 150 ans dans une prison fédérale et y est décédé en 2021. Le dernier méfait n'était pas la volatilité, c'était la certitude, fabriquée et vendue jusqu'à ce que la confiance elle-même devienne le produit.